Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test complet d'un smartphone de chez Motorola, le Moto G200. Le Motorola G200 est le successeur du Moto G100 sorti début 2021. Si le prix des deux téléphones est identique, 549 €, le positionnement du Moto G200 est radicalement différent. En effet, le Moto G200 se veut être le concurrent direct du Realme GT, l'un des meilleurs rapports puissance-prix de 2021. Le Motorola G200 est donc un smartphone très puissant. Il embarque le Snapdragon 888+, le dernier SoC haut de gamme de chez Qualcomm. C'est la première fois que nous testons ce SoC sur Phone Android. Nous sommes très contents de pouvoir le faire avec le Moto G200. D'autant plus que le Moto G200 est le smartphone le moins cher avec ce composant. Voilà qui plaira à tous les gamers dont le budget est un peu trop serré. Dans ce test, nous aborderons 4 points importants. Le design, les performances, l'écran et la photo. Pas forcément dans cet ordre-là. Pour tout le reste, retrouvez en description de cette vidéo un lien vers mon test complet. Allez, c'est parti! Commençons donc ce test complet avec l'unboxing du téléphone. Boîte très classique chez Motorola. On ouvre et on arrive directement sur le smartphone. Vous remarquerez que le smartphone embarque direct sa coque en plastique. Elle est préinstallée dans la boîte. Ça, c'est très intéressant. On va enlever la coque pour la regarder un peu. C'est une coque en plastique, flexible. Sous le smartphone, nous découvrons les accessoires. Hop, le chargeur, 33 watts. Ensuite, un câble USB type A vers USB type C. Ici, nous avons une paire d'écouteurs filaires compatibles jack 3,5 mm et comme le smartphone n'est pas compatible jack 3,5 mm, Motorola livre un adaptateur. Ça, c'est vachement bien. Regardons maintenant un petit peu plus près le smartphone. La première chose que nous constatons dans ce smartphone, c'est d'abord son dos. La coque est en polycarbonate. Vous remarquez ici qu'il y a une partie qui est droite alors que la partie inférieure elle est courbée. En fait, c'est pour effacer la protubérance du bloc photo. C'est assez sympa. On voit vraiment que Motorola a fait un effort au niveau du design pour créer quelque chose d'un peu différent. Chaque objectif est cerclé de métal et en plus, ils sont séparés. Même travail également sur les tranches. Le châssis est en polycarbonate ici encore, mais il y a de jolies courbures autour des boutons. Ça, c'est vachement sympa. Côté éléments, nous avons ici le volume, ici le bouton d'allumage qui se double d'un lecteur d'empreintes digitales. Ici, nous retrouvons un haut-parleur. Il est mono. Il n'y a pas d'autre haut-parleur dans ce téléphone. Donc, ça veut dire que vous avez une expérience audio mono. Et ça, pour moi, c'est un défaut. Ici, vous avez un microphone. Ici, vous avez un port USB type C. Ici, le tiroir de la SIM. Ici, vous avez un bouton dédié à Google Assistant et ici vous avez un microphone secondaire pour la réduction de bruit active. À l'avant, vous retrouvez une grande dalle tactile plate avec l'écouteur téléphonique qui est caché ici et là un poinçon pour le capteur selfie. Quand vous ouvrez le téléphone, vous retrouvez une interface Android 11. C'est une interface qui est claire, qui est nette. Il n'y a pas d'application tierce commerciale, ça c'est vraiment très bien. Et surtout, il y a des ajouts par Motorola qui améliorent l'expérience en jeu par exemple, mais aussi dans l'usage du quotidien. Donc le design du Moto G200 est un design qui est plutôt propre, qui essaye une certaine originalité sans pour autant aller trop dans l'originalité. Moi par exemple, le Pixel 6, je trouve ça très original, mais pas forcément de mon goût. Et bien ça par exemple, c'est un peu original et ça reste quand même dans quelque chose que j'apprécie. Deuxième partie de ce test, l'écran. L'écran est vraiment très grand dans ce téléphone, ça c'est vraiment très bien. Il mesure 6,8 pouces. C'est une dalle qui est IPS, ce n'est pas une dalle AMOLED. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude d'avoir une dalle AMOLED et là, malheureusement, il s'agit d'une dalle IPS qui est certes moins chère, mais aussi moins qualitative. Pourquoi moins qualitative? D'abord parce qu'elle n'a pas les mêmes taux de contraste. Là, on est sur du 3000:1 par exemple. Et ensuite parce que la colorimétrie est peut-être un peu moins maîtrisée. Le delta E moyen est de 3,8 et la température moyenne est de 6800 degrés. Ça veut dire que les blancs tirent un peu vers le bleu. Pour le reste, cette dalle est très classique. C'est une dalle Full HD qui fait 1080 pixels de largeur pour 2460 pixels de hauteur. La résolution est de 395 pixels par pouce, ce qui est très correct. Et le taux de rafraîchissement est de 144 Hz maximum. Et ça, c'est vraiment bien aussi. Parce que pour le jeu, c'est vrai qu'avoir un jeu plus fluide, c'est mieux. Évidemment, il y a plusieurs réglages sur le taux de rafraîchissement. Vous avez 60 Hz, 144 Hz ou adaptatif. Et ça, c'est vraiment bien aussi. Ça veut dire que vous pouvez bénéficier de 144 Hz quand vous en avez besoin et vous bénéficiez de 60 Hz quand vous n'en avez pas besoin des 144 Hz. Et ça, c'est bien pour la batterie. L'écran du G200 est agréable à regarder. Mais moi, mon seul regret, c'est évidemment ce manque de maîtrise au niveau de la colorimétrie. Passons maintenant à la troisième partie de ce test,
les performances. Comme nous l'avons vu en préambule de ce test, le Moto G200 est équipé du Snapdragon 888+, le plus puissant des chipsets de chez Qualcomm. Il est accompagné ici de 8 Go de RAM, ce qui pour moi est un petit peu juste, et de 128 Go de stockage. Les benchmarks que nous avons fait tourner sur ce téléphone montrent qu'il est très puissant, pas forcément toujours plus puissant qu'un Snapdragon 888. Nous prenons par exemple le ROG Phone 5 ou alors le Legion Duel 2. Ce sont deux smartphones qui arrivent à avoir de meilleures performances avec un chipset qui est légèrement en dessous. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. En revanche, si vous prenez un Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM, que vous le comparez avec la plateforme qui est ici, là, le Moto G200 le surclasse. Et ça, c'est bien. Au-delà des performances, il y a bien évidemment deux autres éléments à prendre en compte. D'abord, la chaleur. Le chipset, il monte en chaleur dès qu'il est sollicité, bien entendu. Il monte jusqu'à 41 degrés quand vous le sollicitez moyennement et 45 degrés quand vous le sollicitez beaucoup. La dissipation de la chaleur n'est pas forcément très bien maîtrisée dans ce téléphone parce que justement, le châssis est en plastique. La chaleur se dissipe par l'écran et aussi par le cerclage qui est autour des objectifs photo. Deuxième élément, la stabilité. Le Snapdragon 888+ est beaucoup plus stable que le Snapdragon 888. Le Snapdragon 888, souvenez-vous, on l'a testé plusieurs fois, la stabilité, elle est plutôt autour de 60%. Ici, nous avons une stabilité qui est comprise entre 75 et 85%. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça veut dire que les performances du téléphone, pendant une longue partie, ne varient que de 10-15% du début à la fin. Et ça, c'est vraiment bien. Évidemment, pour alimenter tout ça, il faut une belle batterie. Le Moto G200 embarque une batterie de 5000 mAh, qui est beaucoup mieux que celle du Moto G100. Elle offre une autonomie légèrement inférieure à 2 jours en usage classique et comprise entre 2h30 et 5 heures en usage gaming. Pour la recharge, vous avez le chargeur qui est ici, 33 watts. Il vous permet de recharger le Moto G200 de 0 à 100% en 70 minutes. C'est pas mal. Dernière partie de ce test, la photo. La photo est une partie qui fâche généralement dans les smartphones gaming. On l'a vu avec le ROG Phone 5, on l'a vu avec le Legion Duel 2, nous l'avons vu également avec le Realme GT. Qu'en est-il de la proposition de Motorola? Malheureusement, encore une fois, la photo est le parent pauvre du smartphone gaming parce que nous avons une expérience qui est bâclée malheureusement. Faisons d'abord un peu le tour du propriétaire. Ici, nous avons un capteur principal 108 mégapixels. Il prend les photos en 12 mégapixels par défaut en combinant 9 pixels adjacents. Il est associé à un objectif ouvrant à f1.9 et il est équipé d'un autofocus à détection de phase. Ici, nous avons un capteur 8 mégapixels avec objectif ultra grand angle 119 degrés. Cet objectif ouvre à f2.2 et en plus, il a un autofocus. C'est assez rare de voir un autofocus dans un capteur associé à un ultra grand angle. C'est bien. Ici, vous avez un capteur 2 mégapixels associé à un objectif ouvrant à f2.4. C'est un objectif qui vous ne sert à rien car il est dédié au calcul des profondeurs pour le mode portrait. Une fois arrivé ici, on se dit mais il est où le capteur macro? En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de capteur macro. C'est une bonne nouvelle d'une certaine manière parce que de toute façon, le capteur ultra grand angle pourrait très bien faire de la macro. Mais en fait, il n'y a pas non plus de mode macro dans l'application photo. Et ça c'est bizarre ça, non? À l'avant, nous avons un capteur selfie 16 mégapixels qui prend les photos par défaut en 4 mégapixels. Son objectif ouvre à f2.2. Il n'y a pas de stabilisateur optique ici, il n'y a pas de zoom optique ici non plus. Quels sont les résultats offerts par l'ensemble de ces capteurs? D'abord, le capteur principal. Il offre des photos plutôt jolies en journée, avec une bonne maîtrise de la lumière, avec un bon contraste aussi, et de belles couleurs. En revanche, nous constatons dès le départ qu'il y a un énorme travail de lissage de la part du coprocesseur du traitement d'image. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que les textures sont lissées, les détails sont résorbés, il n'y a rien que vous puissiez faire pour ça. Et ça, c'est dommage parce que ça gâche un peu les photos. D'autant plus que dès que les conditions de lumière sont un petit peu plus compliquées, ce capteur 108 mégapixels, il n'arrive plus vraiment à donner des bonnes photos. La gestion du contre-jour, par exemple, est plutôt moyenne. Et de nuit, évidemment, vous avez un résultat qui n'est pas forcément très bon. En mode portrait, le capteur 108 mégapixels est plutôt correct. Le détourage n'est pas forcément toujours très précis, mais en revanche, l'effet bokeh est très joli. Et en plus, il y a une bonne luminosité sur le visage. Ça, c'est pas mal. Comme il n'y a pas de zoom optique, évidemment, c'est le capteur 108 mégapixels qui se charge de faire les zooms. Le zoom numérique monte jusqu'à 10 fois et le résultat, de jour, est plutôt pas mal. Et de nuit, c'est pas toujours ça. Le capteur 8 mégapixels avec objectif ultra grand angle offre lui aussi des résultats très corrects la journée. En revanche, il pâtit, comme tous ses congénères, d'une baisse de luminosité. Et ça, c'est vraiment dommage. Si le jour, ça va, la nuit, ça ne va plus. D'autant plus que le capteur 8 mégapixels n'est pas compatible avec le mode nuit proposé par le téléphone. Pourquoi? Enfin, le capteur selfie offre lui aussi de jolis autoportraits. Attention,
les outils d'embellissement du visage sont activés par défaut et ils sont très forts. Associés justement au coprocesseur d'image qui lui aussi retravaille les textures, vous avez l'impression de ressembler à une poupée de cire. C'est vraiment dommage parce que les couleurs sont plutôt bonnes, la luminosité est plutôt bonne aussi, et puis le contraste est pas mal. Donc c'est vraiment dommage de gâcher les photos à cause des traitements logiciels. Donc, quel est mon avis général sur ce téléphone? Le G200 est un bon concurrent du Realme GT, clairement. Le rapport performance-prix est élevé, comme pour le Realme GT. Le prix est assez proche et le défaut majeur de ce téléphone est à peu près le même que celui du Realme GT, c'est-à-dire une mauvaise expérience en photo. Face au Realme GT, le G200 a ses propres atouts bien sûr. D'abord, il y a l'écran qui est plus grand et qui est plus fluide grâce aux 144 Hz. Il y a une puissance qui est légèrement plus élevée grâce au Snapdragon 888+, et puis la plateforme est plus stable, bien entendu. La batterie est plus généreuse et enfin, l'interface est vraiment beaucoup plus clean, dépourvue de tout le superflu que vous retrouvez des fois chez les constructeurs chinois. Mais il a aussi ses défauts par rapport au Realme GT. Il a une charge qui est moins rapide, il a une dalle LCD qui est moins précise que la dalle AMOLED du Realme GT. Son expérience audio, elle est moins travaillée parce que le Realme GT a 2 haut-parleurs et ici, il n'y en a qu'un. Et enfin, la partie photo du Realme GT est quand même un poil meilleure que celle du G200. Le G200 est donc un smartphone gaming très intéressant pour son prix, très intéressant aussi sur le rapport puissance-prix. C'est un smartphone qui montre que Motorola est capable encore aujourd'hui de faire des étincelles sur ce marché du smartphone qui privilégie aujourd'hui les marques chinoises. Et nous sommes ravis de voir que Motorola a une certaine ambition là-dessus. Bien sûr, il faudra améliorer la recette et nous espérons bien avoir un jour un successeur qui gommera tous ses défauts. Nous voici donc arrivés à la fin de ce test vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, moi ça m'encourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien, bonne année bien sûr, et ciao!